Et donc nous avons le temps de prendre plusieurs questions. Une première question. Oui. Bon, merci madame, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Je voudrais vous poser votre avis sur deux points qui prolongent un peu votre exposé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait nous allons, dans le discours politique français, aujourd'hui vers une ethnicisation artificielle de la France autour de la langue? La langue française est en train de servir, il me semble, de creuset à une forme de néo-ethnicité exclusive qui éjecte allègrement, à travers la législation, à travers certains arrêts ou jugements d'instances judiciaires, les langues régionales de l'espace. C'est ma première question. La deuxième, est-ce qu'on n'est pas en train de voir le terme de république devenir le contraire de démocratie en France? Est-ce que ce n'est pas précisément des gens qui nient ou négligent certaines valeurs fondamentales de la démocratie qui sont les plus fréquents utilisateurs du terme de république? Voilà. Si, alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question. La manière dont la formule est très intéressante parce qu'en fait, cette opposition entre démocratie et république, elle a été justement théorisée déjà par certains républicains. Et par exemple par Régis Debray, qui a opposé démocratie et république. Et chez lui, c'est la république qui est le pôle positif et la démocratie qui est le pôle négatif. Il va même jusqu'à styliser la République et cette tradition française, la démocratie, c'est quelque chose d'anglo-saxon. Et quand il oppose les deux, pour lui justement la démocratie, ce serait la dynamique autonome, spontanée de la société. Et donc dans la démocratie, ce sont des intérêts forcément particuliers qui s'affrontent, alors que dans la République, au contraire, c'est l'État qui impulse une forme et qui sert de médiateur, qui en tout cas se place au-dessus de ses intérêts particuliers. Alors je trouve effectivement très important que vous remettiez peut-être la chose à l'envers. C'est effectivement le souci qu'il faut avoir, c'est le souci de la démocratie. Et très souvent, les politiques qui sont menées au nom de la République et des valeurs républicaines ont un caractère antidémocratique. Alors, pour répondre à la première question, je n'aurais pas pensé à employer pour ça le mot ethnicisation, mais c'est vrai qu'il y a dans c'est aussi un des paradoxes de ce discours républicain qui à la fois prétend la République neutre, mais qui, en voulant avoir l'exclusive de la relation du citoyen avec la République, avec la communauté politique, dévalorise toute autre forme d'appartenance, de sociabilité, qui n'est pas la relation exclusive du citoyen à la communauté politique. Et en ce sens, on peut sans doute dire que ce républicanisme voudrait substituer à toutes les solidarités, toutes les sociabilités, toutes les formes de communauté, une appartenance exclusive. Et qu'en ce sens, elle a peut-être un caractère d'ethnicité, de substitution. Une autre question? Non, c'était pas une question, je laisse de côté parce que comme on n'a peut-être pas le temps, je vois trop. C'était plutôt des commentaires sur un des points de l'oratrice. Ne t'en prive pas si tu as envie de... C'est à propos de la laïcité, parce que certains l'ont dit, on est passé d'une laïcité, on passe d'une laïcité d'État, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, et qui était une loi de pacification politique, hein, à une laïcité de l'ensemble de la société. Mais là, c'est plus du tout une attitude pacificatrice, ça risque de devenir une attitude totalitaire. Et on passe d'une laïcité de tolérance, ce qui était prévu au départ, à une laïcité de combat.
Bon, il y a un intégrisme laïque comme il y a des intégrismes dans toutes les religions et dans toutes les doctrines. Et à tel point qu'on a maintenant un mouvement qui s'appelle Identité laïque et qui est aux côtés du Front National ou d'autres officines du même style pour organiser des soupes aux cochons. Hein. Je ne développe pas. Je voudrais revenir aussi sur les liens entre laïcité et colonialisme. Bon, j'ai travaillé pendant 4 ans en Algérie. Bon, et quand on parlait aux Algériens qui avaient à peu près notre âge d'école laïque, pour eux c'était l'école des colons. Parce que la majeure partie des Algériens, jusqu'en 58 pratiquement, allaient à l'école indigène. Hein, et qu'il n'y avait vraiment qu'une petite minorité de musulmans, comme on les appelait à l'époque, qui pouvaient aller à l'école laïque proprement dite. Je rappelle aussi que plusieurs des dirigeants du Centre national d'action laïque, le CNAL, comme Albert Bayet par exemple, ont été pratiquement en juillet 62 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie en faveur de l'Algérie française. Parce qu'ils estimaient, c'est ce qu'ils ont dit ou écrit, que si l'Algérie devenait indépendante, elle serait en proie justement au fanatisme religieux. Bon, et puis il faut rappeler aussi à contrario que la loi de séparation de l'Église et de l'État n'a pas été appliquée pour un certain nombre d'ordres congréganistes dans les colonies. C'est-à-dire qu'on était bien content dans le même temps de trouver ces congrégations pour renforcer disons, la colonisation française. Ces quelques remarques, ça mériterait sans doute des développements plus longs, et sur les 3 autres points que vous avez également abordés, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire aussi, mais enfin, on n'a pas le temps, et puis c'est pas le moment peut-être. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur l'intervention de Yves? Oui, le code de l'indigénat en Algérie a exclué les indigènes. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis presque gênée aujourd'hui que ce même mot laïcité soit employé pour caractériser ce que fait Riposte laïque ou pour justement pour désigner une attitude qui est en fait pour beaucoup aussi une attitude, très souvent une attitude anti-religieuse qui cesse d'être laïque au sens premier du mot laïcité, qui est simplement cette séparation de l'Église et de l'État, la neutralité de l'État qui permet le pluralisme de la société. On va peut-être prendre une dernière intervention, étant donné que nous avons pris un petit peu de retard. Oui, ça va être rapide. Je m'étonne que dans vos explications, vous ne fassiez pas sur l'explication sur le renouveau du discours républicain en France. Vous ne fassiez aucune allusion sur un événement qui permet, sans avoir bon sens, sans avoir à recouvrir l'analyse 94, sur le début de cette vague du discours républicain, pas peut-être qui n'explique sans doute pas son éclosion ni sa création, mais comme vous le disiez vous-même, cette logorée qui est apparue comme ça il y a quelques années, on peut la dater d'il y a 24 ans. Faites le calcul, 2013 moins 24, ça fait 1989, c'est-à-dire exactement les célébrations du 200e anniversaire de la Révolution de 1789. Rappelez-vous le tapage qui a été provoqué cette occasion-là, comment dans nos communes on érigeait de nouveaux arcs de triomphe. Et à mon sens, c'est à partir, parce que j'ai fait la même observation que vous, comme étant observateur très intéressé et très concerné par la politique également, en France et en Bretagne, et je me suis fait exactement la même réflexion que depuis un quart de siècle, on nous rebat les oreilles avec ce discours, et on le met à toutes les sauces, on le confond avec citoyens, républicains, et je pense que votre explication est juste, mais je pense que 89, ça a quand même été un événement important, et certains n'hésitent pas à y voir, en fin de compte, les 200 ans de la véritable création de la France.
Je suis tout à fait d'accord avec le rôle de l'événement à 1800 ans de la Révolution. Je cite d'ailleurs dans le livre des commentaires de Finkielkraut en 1989 qui ont été une impulsion au niveau de ce discours. On peut citer beaucoup de choses. Je pense par exemple un ouvrage aussi vaste que les lieux de mémoire de Pierre Nora, qui au départ se présentait justement comme l'inventaire d'une tradition républicaine qui était en train de se perdre. C'est un immense ouvrage, un très bel ouvrage d'ailleurs, qui a eu un destin intéressant et paradoxal. Donc, Nora l'a entrepris en disant il s'agit de faire l'inventaire de quelque chose qui est d'une tradition qui est en train de se perdre, et le succès du livre, le succès même de la notion de lieu de mémoire, a fourni une sorte d'aliment à ce discours républicain qui est en train de se reconstituer. Donc là, ça pourrait être aussi un élément. Alors je cite aussi tous ces travaux d'historiens, de philosophes qui ont fait l'inventaire des sources de la philosophie républicaine. Oui, alors bien sûr. Bien. On va. Alors, soit bref, réponse brève, Bartiche. La France républicaine s'enorgueillit, plutôt moi jusqu'à une époque récente, d'appliquer le droit du sol. Par opposition à l'Allemagne, le droit du sang. Or, quand on élit des Français de l'étranger, par exemple, est-ce que c'est pas justement le droit du sang qu'on applique? Alors ça, cette opposition du droit du sol et du droit du sang, c'est aussi une des pires âneries qu'a produit ce discours des républicains. D'abord, la première ânerie consiste à les opposer, comme si le droit du sol était quelque chose de bien et le droit du sang était une chose diabolique. En réalité, c'est simplement une métaphore dont il y a le droit romain, mais qui désigne simplement la transmission de la nationalité par filiation. Et le législateur a considéré, et ça paraît tout à fait sensé, qu'un enfant avait la nationalité de ses parents parce que c'est précisément dans la famille qu'on apprend tout ce qui va permettre d'être naturel de ce pays, c'est-à-dire d'abord la langue. Et le droit du sol, c'est finalement simplement une autre forme de socialisation pour ceux qui ne sont pas nés de parents nationaux. Ils ont la possibilité d'acquérir la nationalité de ce pays parce qu'on considère qu'ils ont été socialisés dans ce pays, par le travail. Alors, l'autre ânerie dans cette histoire du droit du sol et du droit du sang, en fait, il y en a trois. La deuxième, c'est qu'au départ, la France, dans le Code Napoléon, il n'y a que la transmission de la nationalité par filiation. Et le droit du sol a été introduit dans la juridiction française à la fin du XIXe siècle, je crois 1889, pour des motifs pas du tout philanthropiques, pas généreusement républicains, mais simplement parce que dans ces années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, qu'on sentait venir, on voulait à toute force enrôler sous les drapeaux les enfants d'étrangers, ce qu'on ne pouvait pas faire tant qu'ils n'étaient pas français. Et c'est la motivation de l'introduction pour la première fois d'une dose de droit du sol dans la législation française. Bon, et la troisième chose, c'est de croire que l'Allemagne est un pays qui pratique de toute gravité le droit du sang. C'est d'une part faux actuellement parce que depuis la réunification, depuis qu'il existe un sol allemand, un territoire allemand défini d'une manière stable, depuis la reconnaissance définitive de la mise en Arnais par le en 1990, l'Allemagne est un territoire stable, et l'Allemagne s'est dotée d'un droit, d'une composante de droit du sol dans son droit de la nationalité en l'an 2000. Donc c'est faux. Et de présenter ça comme une sorte de tradition allemande atavique, c'est totalement absurde. Et là aussi, c'est un point sur lequel le discours républicain a dans l'Allemagne une espèce d'autre ou de négatif de la tradition républicaine. Et par exemple, ce droit du sol a été utilisé dans certains pays africains pour empêcher des candidatures, par exemple, à des élections présidentielles. En remerciant mille fois et à tout de cette intervention.